vous souhaitez intégrer la pratique du yoga dans votre quotidien, mais vous perdez le fil ou vous avez peur de mal faire. Ce podcast est pour vous. Je m'appelle Alice, je suis professeure de yoga et yoga thérapeute dans le massif de la Chartreuse et en ligne. J'accompagne les personnes en quête de fluidité, d'ancrage, d'alignement dans leur corps et leur vie, grâce aux outils et à la philosophie du yoga. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à partager, à vous abonner et à lui donner plein de cœurs et d'étoiles sur votre application préférée. Bien que respirer soit un acte auquel il n'est pas nécessaire de penser pour qu'il se déroule, l'être humain est le seul mammifère capable de moduler volontairement son amplitude et sa fréquence respiratoire. La qualité de notre respiration, son amplitude, son rythme, influencent directement non seulement notre état physique, mais aussi mental et émotionnel. Nous savons en effet que tous les systèmes du corps fonctionnent en interaction, connectés les uns aux autres grâce au système nerveux, endocrinien, qui dépendent à leur tour du fonctionnement optimal de tous les autres systèmes assurant l'apport des nutriments, la fabrication et la circulation d'énergie, l'élimination des déchets métaboliques et les défenses immunitaires. Nos émotions se traduisant par des sensations dans le corps, puis des pensées associées, en agissant sur les ressentis dans le corps, la respiration aura un effet notable sur nos dimensions émotionnelles et mentales, et bien plus encore. La pratique du yoga nous enseigne que la maîtrise de notre respiration est un moyen d'atteindre le calme du mental. Dans la littérature yogique, et notamment dans les Yoga Sutras de Patanjali, qui est un recueil d'aphorismes datant de plus de 2500 ans, offrant une trame de réflexion et de pratique aux yogis en devenir, appelé le sadhaka, on peut lire qu'un des moyens d'atteindre un état de conscience calme comme un lac est de pratiquer ce qu'on appelle le contrôle du souffle, en inspirant et en expirant lentement, puis en gardant la rétention poumon vide aussi longtemps que l'aisance le permet. Tout comme d'autres traditions, comme la médecine chinoise par exemple, le yoga propose une lecture du fonctionnement de l'être humain empirique, fondée sur des siècles d'observation des ressentis, qui est parfois déroutante pour les occidentaux que nous sommes. Pour autant, l'essence de certains préceptes décrits dans les textes anciens, qu'ils datent du XVe siècle ou de 500 ans avant notre ère, peuvent être aujourd'hui confirmés, validés, grâce aux techniques et aux outils modernes d'exploration du couple corps-mental dans ses dimensions biomécaniques, chimiques, électriques. Pour la tradition yogique, prana signifie souffle vital. Pranayama, souvent traduit par maîtrise du souffle ou contrôle de l'énergie, nous indique comment réguler, faire circuler et amplifier notre énergie vitale. Dès les Upanishads, plusieurs siècles avant notre ère, les textes fondateurs du yoga ont décrit un processus de circulation du prana entre les différents plans de notre être, enveloppe physique, psychique, émotionnelle appelée kosha, à travers des canaux immatériels nommés nadis et des centres énergétiques appelés chakras, situés le long de la colonne vertébrale et dans le crâne. Ce que leurs enseignements nous transmettent, c'est que ces dimensions de nous-mêmes sont interdépendantes et se nourrissent les unes des autres. Le monde occidental a longtemps séparé nos différentes dimensions, mais de plus en plus, les recherches médicales et les études cliniques nous permettent de comprendre comment elles peuvent être reliées, ou au moins d'établir des mesures significatives mettant en évidence les relations entre notre respiration et notre état physique, mental et émotionnel. La yoga-thérapie, qui s'intéresse aux effets du yoga sous l'angle de la santé en Inde aussi bien qu'en Occident, a pu démontrer que maîtriser et pratiquer des exercices de respiration consciente a un impact favorable sur la santé, que ce soit dans les troubles comme l'anxiété, autant que dans les troubles fonctionnels, digestifs ou cardiaques, et dans le traitement de la douleur.
De nombreux services hospitaliers, d'ailleurs, utilisent aujourd'hui certaines techniques de respiration en complément des soins habituels. Par exemple, le professeur Claude Arec, responsable du service de cardiologie de l'hôpital Tenon à Paris, a étudié il y a plusieurs décennies en partenariat avec la NASA ce qu'il a appelé la respiration yogique, qui est la respiration abdominale profonde, diaphragmatique, pour favoriser le retour veineux de ses patients. Et il a en effet été démontré que cette respiration favorise une dépression pulmonaire qui entraîne un meilleur retour veineux vers l'oreillette droite, oreillette qui reçoit le sang chargé en gaz carbonique. Les effets d'une respiration incomplète, haute, rapide, sont également connus pour favoriser l'anxiété et les attaques de panique. La respiration superficielle a pour effet de nous amener à ventiler plus vite pour satisfaire aux besoins en oxygène de nos cellules. S'ensuit une hyperventilation qui déséquilibre le rapport oxygène-gaz carbonique dans le sang et réduit d'autant plus la capacité des cellules à absorber l'oxygène, entraînant des crispations musculaires, une sensation de fatigue, de la confusion, et un état anxieux induit par la tension musculaire et la détresse du corps. Lorsque cet état se prolonge, on peut aller jusqu'au malaise. C'est alors l'attaque de panique, connue aussi sous le nom de spasmophilie, qui arrive parfois même au beau milieu du sommeil, sans raison extérieure identifiable. Cet état inquiétant et inconfortable cède avec la pratique de rétention poumon plein ou vide, selon le confort ressenti, et disparaît avec la mise en place d'une hygiène respiratoire passant par le ralentissement et l'approfondissement du souffle. Une respiration incomplète aura aussi d'autres inconvénients. Paresse digestive, sommeil perturbé, humeur en berne, irritabilité, problèmes de concentration. Sur le plan purement anatomique et physiologique, qu'est-ce que respirer ? Pour commencer, je vous propose un petit focus sur la mécanique ventilatoire. Cette mécanique est basée sur un système passif que sont les poumons et la plèvre, et sur un système actif constitué par les muscles qui modifient le volume de l'espace thoracique et des poumons. C'est un système autonome. On n'a pas besoin d'y penser pour que la respiration ait lieu. Mais c'est un système qui peut aussi être contrôlé par la volonté. Le muscle respiratoire principal est le diaphragme. C'est un grand muscle en forme de coupole, situé entre la cage thoracique et le ventre, qui se prolonge par des piliers tendineux accrochés aux vertèbres thoraciques et lombaires, à peu près à la hauteur du nombril. Et c'est un muscle qui fonctionne en permanence. Il assure une respiration de base d'environ 1 demi-litre d'air, et il effectue 12 à 15 contractions par minute en moyenne. En se contractant, il s'abaisse, ce qui modifie le volume disponible pour les poumons et entraîne une ventilation dans la partie inférieure du thorax, un petit peu comme une seringue, comme le piston d'une seringue. Dans ce mouvement, il repousse les viscères, là où elles peuvent aller, avec un effet de massage interne favorisant la digestion et la circulation sanguine dans les organes, pour peu que la ceinture abdominale soit à la fois tonique et détendue. Pour augmenter la capacité ventilatoire et actionner la respiration dans le milieu et le haut de la cage thoracique, on aura besoin d'utiliser les muscles secondaires. Pour l'inspiration, ces muscles secondaires sont les muscles intercostaux, pectoraux et les muscles des côtés du cou. À l'expiration, nous recrutons les intercostaux internes, les abdominaux et les muscles lombaires. À propos d'expiration, Bernadette de Gasquet, professeure de yoga depuis plus de 40 ans et médecin, a mis en évidence, grâce à l'imagerie médicale en mouvement, que la contraction du périnée stimule celle du muscle abdominal transverse, ce qui améliore la mobilité et la souplesse du diaphragme et donc l'aisance respiratoire. Les engagements musculaires coordonnés à l'expiration vous permettent aussi de maintenir tonique et souple votre centre, c'est-à-dire votre petit bassin, votre bas-ventre, le bas du dos,
À la base de toute pratique corporelle efficace et durable, qu'elle soit de loisir ou utilitaire. Ils correspondent aussi à Mula Bandha, qui est la contraction du périnée, et Uddiyana Bandha, qui est la contraction des abdominaux profonds et du diaphragme. Je vous reparlerai plus tard, dans un autre épisode, des autres bandhas et de leur rôle dans la pratique du yoga. Le mécanisme ventilatoire serait inutile sans la circulation sanguine. Les besoins en oxygène de notre organisme déterminent notre fréquence cardiaque et par conséquent notre fréquence respiratoire. Tout ça étant directement influencé par notre activité musculaire et notre activité métabolique. La respiration en tant que telle se produit au niveau cellulaire. Elle sera influencée par les équilibres acido-basiques du corps, les pressions en dioxygène et en gaz carbonique dans les cellules et le sang, directement reliées à notre activité et à la qualité de notre respiration, et l'équilibre de notre système nerveux qui gère le fonctionnement de nos organes et de nos muscles et dépend de la qualité de l'alimentation et de l'hygiène de vie, l'activité physique, l'hygiène des rythmes, les relations sociales et la connaissance de soi ont un impact direct sur l'équilibre de notre système nerveux. Rien d'étonnant alors que le yoga nous propose des postures pour préparer le corps à mieux respirer et que la respiration soit en première place dans notre pratique et en étroite relation avec la méditation et la conscience de soi. Je vous propose aujourd'hui d'explorer ce qu'on appelle la respiration complète, qui consiste à mobiliser tout le buste du bassin au cou. Il existe plusieurs variantes de cette pratique. Aujourd'hui, je vous proposerai une première approche de cette respiration dans laquelle je vous invite à apprendre à relâcher votre ventre à l'inspiration. Cette variante sera particulièrement intéressante pour les personnes qui ont une sensation d'oppression dans le haut du buste, celles qui se sentent souvent inquiètes ou stressées, celles qui digèrent mal, mais aussi pour celles et ceux dont les épaules et le cou sont tendus. Pour cette pratique, la posture de préférence sera la posture assise. Vous pouvez vous installer sur une chaise loin du dossier, les pieds bien plantés au sol et le dos bien redressé, ou bien, toujours le dos bien redressé, à genoux, assis sur vos talons, ou encore en tailleur si vous pouvez garder le buste redressé. Quand vous serez habitué à cette respiration, vous pourrez la pratiquer même allongé ou bien debout. Vous êtes installé ? Rendez-vous dans la deuxième partie de cet épisode pour la pratique.